Aujourd'hui, nous allons entrer dans Pompéi avant l'éruption du Vésuve. Nous ne battrons pas en retraite face aux cendres ou à la destruction. Nous allons la voir fonctionner avec son forum ouvert, ses fours allumés, ses commerces en activité, et le Vésuve en arrière-plan comme une montagne ordinaire du paysage. C'est là que réside l'aspect le plus frappant de cette histoire. Pompéi n'a pas disparu au milieu d'une guerre, ni dans une cité abandonnée. Elle a disparu lors d'une journée normale. C'est pourquoi elle impressionne encore autant, car avant le désastre, il y avait la routine. Et cette routine peut encore être reconstruite avec beaucoup de précision, à partir des rues, des bâtiments et des objets quotidiens préservés par l'éruption. Pompéi n'était pas un recoin secondaire de l'Italie. Elle se trouvait près de la baie de Naples dans une zone fertile, reliée par des routes terrestres et maritimes. Et elle grandissait depuis des siècles sur un mélange d'influences samnites, grecques et romaines. Lorsque Rome a fini d'imposer son contrôle, la ville avait déjà une histoire derrière elle. Elle n'est pas partie de zéro, elle s'est adaptée. Cela se remarque sur le forum. Si vous voulez comprendre comment était Pompéi, vous devez commencer par là. C'était le centre politique, religieux et économique de la ville, et pas seulement une place. On y rendait la justice, on y concluait des accords, on y célébrait des cérémonies, et on y rendait visible qui commandait et comment s'organisait la vie publique. Mais il y a un détail clé. En l'an 79, Pompéi continuait d'être réparée. Le tremblement de terre de l'an 62 avait endommagé des édifices publics, des temples, des maisons et des rues, et de nombreux travaux étaient encore en cours 17 ans plus tard. Cela change beaucoup l'image de la ville. Nous n'entrons pas dans une Pompéi parfaite, nous entrons dans une ville vivante, qui réparait encore les dégâts précédents quand quelque chose de bien pire est arrivé. À l'extrémité nord du forum s'élevait le temple de Jupiter. De là, on voyait la place, et derrière le Vésuve. Cet alignement résume très bien le piège de Pompéi. La montagne ne semblait pas être une menace constante. Elle faisait partie du décor habituel de la ville. Elle offrait un sol fertile, marquait l'horizon, et était si bien intégrée à la vie quotidienne que presque personne ne pouvait imaginer ce qu'elle signifiait vraiment. Tout près se trouvait la basilique, et il convient de le préciser car le nom trompe. Ce n'était pas une église, c'était un grand bâtiment civil, un espace pour les procès, les contrats, les litiges et les affaires. Si l'on imagine Pompéi seulement à travers des fresques, des jardins et des villas élégantes, on passe à côté de l'essentiel. C'était aussi une ville pratique. Dettes, procès, ventes, héritage, administration. Toute cette partie moins visible soutenait également la ville. Et quand vous sortez du forum, Pompéi change vraiment. Vous laissez derrière vous le grand centre politique et vous entrez dans la ville du quotidien. Des rues étroites, des trottoirs surélevés, des pierres pour traverser sans marcher dans la boue et des sillons de chars marqués dans le sol. C'est là que tout devient beaucoup plus réel, car vous ne regardez plus seulement des bâtiments anciens, vous voyez comment fonctionnait une véritable ville romaine. Il y avait aussi des boulangeries, des tavernes, des ateliers et des thermopolia, ces points de vente où beaucoup de gens mangeaient ou buvaient quelque chose de rapide. Pompéi était dense, commerciale et très visible. Les thermes complétaient cette image. Ce n'était pas un luxe rare, c'était une partie normale de la vie urbaine. On y allait pour se laver, certes, mais aussi pour parler, apprendre des nouvelles et conclure des affaires. C'est important, car cela aide à sortir du cliché. La vie privée romaine ne fonctionnait pas comme la nôtre. De nombreuses activités sociales se déroulaient dans des espaces partagés, et Pompéi les conserve très bien. Si vous voulez voir comment la ville se divertissait,
il faut aller à l'amphithéâtre. Il a été construit au 1er siècle avant Jésus-Christ et c'est l'amphithéâtre en pierre conservé le plus ancien du monde romain. Il pouvait rassembler des milliers de personnes, non seulement de Pompéi, mais aussi d'autres villes voisines. Cela en dit long sur le lieu. Pompéi n'était pas seulement un centre commercial, elle voulait aussi du spectacle, du prestige et une présence publique. Et il y a une donnée qui le prouve très bien. En l'an 59, des Jeux se sont terminés par une émeute sérieuse entre les Pompéiens et les habitants de Nuceria. La bagarre a été si grave que Rome est intervenue. Cela montre à quel point l'amphithéâtre était un espace d'identité locale, de rivalité et de tension sociale, et pas seulement de divertissement. Ensuite, il y a l'autre Pompéi, celle des maisons spacieuses et des villas de la périphérie. La Villa des Mystères en est l'exemple le plus connu. Ces fresques comptent toujours parmi les plus célèbres de toute l'Antiquité et sont généralement liées à des rites associés à Dionysos, bien que l'interprétation exacte reste ouverte. La villa sert aussi à voir autre chose, la distance entre la rue et l'élite. Dans le centre urbain prédominait le mélange, le bruit, le passage continu et l'exposition. Dans une grande résidence suburbaine, il y avait plus d'espace, plus de contrôle, plus de décoration et une autre manière d'afficher son statut. C'est ici que l'histoire prend de la force. Ce que nous allons voir n'est pas une ville immobile attendant sa fin, c'est une ville occupée à ses affaires. Un boulanger surveillant son four, un commerçant concluant un marché, un magistrat avec un litige sur son bureau. Pompéi impressionne, parce que la fin s'abat sur une normalité reconnaissable. Sur la date exacte de l'éruption, le débat se poursuit. Pendant longtemps, on a répété le mois d'août, mais différents indices ont renforcé l'hypothèse d'une date automnale. Plus important que de fixer un jour exact, il faut comprendre la séquence. Vers midi, le Vésuve a lancé une énorme colonne de gaz, de cendres et de pierres ponces. Au début, pour beaucoup d'habitants, cela n'a pas dû sembler être une fin immédiate. Pompéi était habitué aux secousses. Le volcan était intégré au paysage depuis des générations. Mais cette fois, la colonne grandissait, les cendres commençaient à tomber et la lumière changeait. La ville entrait dans une situation nouvelle et les décisions ont alors commencé. Attendre ou sortir, aller chercher quelqu'un ou protéger la maison, emporter des objets de valeur ou bouger rapidement. La pierre ponce s'est accumulée pendant des heures. Les toits ont commencé à céder. Se déplacer dans la ville est devenu plus difficile. L'obscurité a augmenté. Respirer devenait de plus en plus compliqué. Et quand certains ont pensé que le pire était déjà passé ou qu'ils pourraient résister à l'abri, des phases encore plus mortelles de l'éruption sont arrivées. Durant la nuit et le matin suivant, les coulées pyroclastiques et la chaleur extrême sont entrées en jeu. Herculanum, plus proche du volcan, a reçu l'impact le plus dur de ces vagues plus tôt. Pompéi, un peu plus au sud, a d'abord subi une forte pluie de pierres ponces, puis les phases finales qui ont achevé la destruction. Aujourd'hui, nous savons en outre que l'activité sismique associée à l'éruption a pu contribuer à l'effondrement de certains bâtiments et à la mort d'une partie des victimes. Cela explique pourquoi le site est si puissant. Il ne conserve pas un seul instant simple. Il conserve des réponses humaines différentes face au même désastre. Des gens qui ont tenté de s'échapper. Des gens qui ont cherché refuge, des gens qui ont été piégés par les effondrements, des gens qui ont cru qu'endurer quelques heures serait suffisant. Pompéi n'est pas seulement l'histoire d'une ville enterrée, c'est aussi l'histoire de la réaction d'une communauté quand ce qui est normal cesse de fonctionner. Après l'éruption, il y a encore eu des tentatives pour extraire des matériaux et récupérer des objets de valeur. Mais avec le temps,
Pompéi est restée ensevelie et pratiquement effacée des mémoires. Tout a changé en 1748, quand ont commencé les fouilles systématiques, et ce qui est apparu était extraordinaire. Ce n'était pas seulement un groupe de ruines antiques, c'était une ville presque complète. Des rues, des commerces, des hôtels, des fours et des cours. C'est pourquoi Pompéi a changé pour toujours la manière d'étudier le monde romain. Le Vésuve cesse alors d'être seulement la fin. Il devient aussi la raison pour laquelle nous pouvons encore comprendre, avec autant de clarté, comment vivait une cité romaine. C'est le grand contraste de Pompéi. La même éruption qui l'a détruite a aussi conservé une part immense de sa vie quotidienne. Je suis Max. Merci d'avoir voyagé avec moi dans le passé pour comprendre ce que nous avons aujourd'hui devant nous. Et maintenant, dites-moi en commentaire quelle ville, quel lieu ou quel moment historique vous aimeriez voir reconstruit. On se voit à la prochaine ère.